Le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Chocolat Moule Anchois. J'ai hésité à remercier, j'avoue. Mais enfin, bon, quand même. Merci beaucoup, Chocolat Moule Anchois. Et Laurent Couton, Clément Moulia, Alf et Pierre-Alban Bignel. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir une émission qui leur apporte des informations et de bons moments. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toutes les semaines l'actualité tech, internet et gadgets. On prend toutes les informations, on écume tous les blogs, on lit toutes les news et on vous en garde l'essentiel, la substantifique moelle comme j'aime à dire. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on a un programme chargé avec des news de la Freebox V7 qui sera présentée le 4 décembre. Attendez, mais nous sommes le 4 décembre. Comment ? C'est ça ? Elle a déjà été présentée ? Mais incroyable, cette voix suave que vous entendez à côté de la mienne est celle de Cédric Bonnet, qui a suivi en direct. Comment ça va, Cédric ? Écoute, ça va très bien. Oui. Ça va très bien. Il fait pas beau, mais écoute, ta voix est un peu comme un soleil dans cet hiver qui s'approche. S'il ne fait pas beau dans le ciel, il fait beau dans nos cœurs. Voilà, exactement. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Bon, très bien. Donc, je disais, on va parler de la Freebox V7. On va aussi parler des ambitions de Samsung, de nouveaux types d'écrans avec des trous. Alors, c'est nouveau, hein, les nouveaux écrans ont des trous. Des ambitions d'Amazon dans la grande distribution, d'Instagram et Huawei et Microsoft qui font des choses bien pour une fois. On va parler également de Microsoft qui vaut très 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 cher, un petit peu moins cher qu'il y a une semaine, mais très très cher quand même. Et on va voir ce qu'ils ont dans les cartons et plein d'autres petites choses. Mais avant tout, on se lance avec le gros sujet de la semaine, qui est l'annonce, enfin la conférence de Free à propos de sa Freebox Delta, qui est donc la fameuse Freebox V7 dont on entendait parler depuis un bon moment. C'est une Freebox qui va... Alors c'est une news qui va essentiellement concerner les auditeurs francophones, mais c'est vrai que souvent Free a créé des innovations dans différents domaines de la communication téléphonique, qu'elle soit mobile ou filaire, qui ont été suivies par l'ensemble, je dirais presque du monde. Le triple play, ça a été inventé par eux. Il y a plein de gens dans le monde qui le font aujourd'hui. Cédric, est-ce que tu peux nous dire, donner les informations essentielles Déjà, il n'y a pas une box, mais deux box, puisqu'il y avait la Freebox Delta et la Freebox One. Mais la One, on en parlera après. Finalement, c'est le moins intéressant, c'est l'offre entrée de gamme. Elle a un petit avantage, mais on en parlera après par rapport à l'offre actuelle. Mais sinon, ça reste à peu près la même chose que ce qui se faisait jusqu'à présent. Mais surtout, la grosse nouveauté, c'est la Freebox Delta, donc toujours composée de deux boîtiers. Le serveur et le player, en gros. La grosse différence majeure sur le serveur, c'est que maintenant, c'est un vrai NAS dans le sens où vous avez un disque dur qui vous est livré avec de 1 Teraoctet, mais vous pouvez augmenter la capacité avec 4 disques durs et aller jusqu'à 20 Teraoctets dedans. L'autre nouveauté, c'est qu'elle est compatible fibre 10 gigabits, donc le réseau Free va s'upgrader en 10 gigabits. Et en plus, elle est hybride avec la 4G pour les abonnés qui sont encore restés à la DSL. Donc si vous branchez cette box sur la DSL, vous pouvez aussi bénéficier d'une agrégation de connexion avec la 4G pour avoir des débits jusqu'à, dans le meilleur des cas, 200 mégas. Alors ça, c'est vraiment le meilleur des cas. C'est le cas où vous avez du VDSL, par exemple, à 100 mégas et de la 4G à 100 mégas. Ça fera du 200 mégas, effectivement. Oui, donc vous êtes juste à côté voilà, mais par exemple, pour des gens qui ont une ADSL, et ça arrive, une ADSL à 8 mégas. Par exemple, moi, à Talence, il y a encore quelques mois de ça, si j'étais abonné Free, j'avais que du 8 mégas. Par contre, en 4G, chez Free, j'avais du 50 ou 60 mégas. Donc là, ça valait carrément le coup. Parce que j'étais en bout de ligne, ça valait carrément le coup d'avoir une ADSL plus 4G, tu vois, par exemple.
Est-ce qu'ils ont précisé, alors on va faire semblant que j'ai évidemment suivi toute la conférence en direct et que je ne découvre pas les informations pour la... évidemment. Je crois que voilà, c'est ça, je joue les idiots parce que en 274 épisodes du Rendez-vous Tech, c'est la première fois que j'ai raté un gros truc. Enfin, que je veux dire, on va faire semblant que j'ai raté parce que moi je pensais que c'était plus tard. On aurait dit que je pensais que c'était plus tard la conférence et que donc je l'ai pas suivi en direct. Et du coup, la grande question qui se pose pour la 4G de cette partie hybride, c'est est-ce qu'elle est soumise aux restrictions de... Ah, on ne sait pas, ils n'ont pas des... Au moment où nous enregistrons, nous ne savons pas. Ça n'a pas du tout été précisé, il n'y avait pas d'étoiles pendant la conf, on ne sait pas. D'accord, genre 50 gigas alors maintenant, seulement. Le site est en train de remonter lentement. Donc peut-être que ça sera écrit, bon père de famille, machin et tout ça. Mais ils ont quand même mis en avant l'usage torrent autonome sur le NAS. Donc si jamais on se retrouve avec un quota, ça va être un peu compliqué de faire du torrent, un des usages que Xavier Niel sur lequel Xavier Niel a beaucoup insisté. Torrent, qui évidemment est une méthode de téléchargement de contenus qui sont systématiquement légaux. Hein. Voilà. Bien sûr, on s'en sert pour télécharger. Sans utiliser d'ordinateur. Incroyable. C'est pour télécharger des versions de Linux ou ce genre de choses. Jamais des films ou des séries télé. Non, tout à fait. Jamais, ça n'arrive jamais. Donc 10 gigas en fibre descendante et 400 mégas en remontant. Donc ce qui est pas mal. Ensuite, ce qu'ils ont expliqué, c'est que donc avec l'agrégation ADSL 4G, on avait jusqu'à 200 mégas descendants et 60 mégas remontants, selon toujours les estimations de Free. De base, on a sur la partie serveur donc un disque dur de 1 Tera. On a aussi du Wi-Fi AC 4400 qui est tri-band et qui est aussi multi-user MIMO qui permet de couvrir un peu mieux sa maison. Il dispose aussi d'un bouton de connexion WPS, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, donc why not. Bon, ça c'est des détails. Des free plugs à 1 gigabit cette fois. Pour les gens qui veulent utiliser le CPL. C'est ça, le CPL qui vous permet de connecter des accessoires à différents endroits de votre maison et de diffuser le Wi-Fi en passant par les lignes électriques et donc à ne pas avoir soit à utiliser le Wi-Fi d'un bout à l'autre de la maison, ce qui parfois fonctionne pas très bien, ou alors de ne pas avoir à tendre des câbles. C'est la nouvelle norme, donc ils sont compatibles HomePlus AV2 MIMO pour le CPL, donc pour atteindre des débits allant jusqu'au giga. Processeur quad-core ARM V8. Alors pourquoi ça ? Parce que c'est un serveur de stockage, hein, donc il faut que le NAS soit efficace. Et c'est aussi. Oui, tu dis NAS depuis tout à l'heure. Il y a peut-être des auditeurs qui sont débutants dans la tech et qui savent pas de quoi il s'agit. C'est du stockage réseau en fait. Voilà. Le stockage réseau, ça permet, par exemple, de faire des sauvegardes de votre ordinateur sur votre NAS. La nouveauté, c'est que les disques durs. Excuse-moi, je précise. Ou d'avoir des contenus comme des contenus téléchargés légalement ici et là, partagés sur tout le réseau. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir votre ordinateur allumé pour accéder au contenu. Il est directement sur votre box. Il y a différentes boxes qui le faisaient déjà, mais là c'est une vraie quoi. Il y a 2 ports USB-C dessus. À voir à quoi ils vont servir. La particularité quand même, c'est que les disques durs vous appartiennent. C'est-à-dire quand vous rendez le serveur, les disques durs sont à vous pour des questions de confidentialité des données. Et ils sont à vous. Ça, c'est petite particularité. Y compris celui qui vient avec la box quand on s'abonne. D'accord. Exactement. Non, c'est pas mal. Compatible aussi Sigfox. Ils ont dit, on en reparlera plus tard dans la conférence. C'est normal puisqu'ensuite ils ont dévoilé la partie player. Alors, le player est assez costaud et toute la partie son a été confiée à Devialet. Donc, Devialet qui avait fabriqué, vous savez, cette fameuse enceinte Phantom, elle s'appelait. Cette fameuse enceinte qui a été vendue un temps dans les Apple Store, tant que le HomePod n'était pas là, et qui proposait l'un des meilleurs sons du marché. Ces enceintes très haut de gamme qui coûtent très très cher. Il faut plusieurs zéros après le premier chiffre pour se les offrir. Mais ils ont bossé avec Free sur cette box-là en proposant c'est un 6 haut-parleurs, dont 3 pour les graves et 3 pour les hautes fréquences. Ils promettent un son de super qualité, haute fidélité, machin, avec spatialisation du son à 360 degrés, puisqu'elle est en forme de triangle. Donc c'est plutôt facile à faire. Et il y a toute une technologie donc, qui permet de faire rebondir le son sur les murs et de faire du 5.1, enfin de simuler du 5.1. Par cette techno-là, connaissant Devialet, ils n'auraient jamais sorti un produit avec un mauvais son. Donc, parce que c'est leur réputation qui est en jeu aussi. C'est une marque qui ne fait que ça.
Et donc il y a de fortes chances pour que le son, en tout cas de cette box-là, soit meilleur que la barre de son premier prix que vous avez peut-être payé chez vous à 100 € ou peut-être moins. Donc ça, c'est quand même une grosse nouveauté. Parmi les grosses nouveautés aussi, donc il y a 2 télécommandes livrées avec la box. Une en soft touch, donc une télécommande avec des boutons physiques, et une autre qui est 100% tactile. On dirait un téléphone, enfin un téléphone un peu allongé. Elle ressemble à une télécommande de l'Apple TV, mais il faut imaginer que c'est tout un écran tactile. Elle est contextuelle. Du coup, quand vous regardez un programme, ou si vous êtes sur une application, eh bien les boutons vont changer pour s'adapter à ce que vous regardez. Elle est rechargeable sans fil, puisqu'il y a un chargeur Qi intégré à la box. Et vous pouvez aussi charger votre mobile en le posant sur la box. Donc, ils ont pris un standard, pareil, de recharge sans fil. Donc ça, c'est plutôt cool. Fini les piles et tout ça. Votre télécommande, vous la posez, elle se charge et c'est réglé. La Freebox Delta, elle fonctionne avec un Snapdragon 835, donc plutôt costaud pour tout l'aspect multimédia, qui va permettre de décodage de la 4K HDR10. Et ils ont expliqué que tout ça sans le contenu c'est nul. Du coup ils ont mis ils ont mis en place un partenariat avec Canal+ pour de l'achat de films directement dans ces formats-là 4K HDR 10. J'ai cru voir qu'ils avaient aussi un partenariat avec Netflix. Attends, on en parle après. Pardon. C'est un peu plus loin que ça. Sur la qualité, ils ont aussi amélioré les flux télé, puisque maintenant on passe à 15 mégabits sur les flux télé, donc ça permet d'avoir pour les clients fibre une qualité d'image plutôt sympa. Ils ont évidemment un partenariat maintenant avec Netflix, et la nouveauté c'est que si vous êtes abonné Free, l'abonnement Netflix est compris dedans. Et ça fait pas mal, ça. C'est quand même énorme. De proposer ça, parce que même si l'abonnement a augmenté de 10 €, on en parlera après, en fait vous avez Netflix qui est offert dedans. Après, avoir quel palier de Netflix est offert, est-ce que c'est le multi-écran? Il parle de 4K, donc j'ai espoir que ce soit au moins une version de l'abonnement qui gère la 4K HDR. Forcément, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Sinon ça n'a pas de sens. Oui. Bon, voilà. Nouveauté aussi, Amazon Echo, enfin Alexa, est intégré. Merci, la mienne s'est déclenchée. Hop, donc Alexa est intégré directement dans la box pour profiter des services Alexa, de piloter sa domotique et tout ça à la voix, de demander des infos, enfin tout ce que vous faites avec un Amazon avec un Echo. Alexa, quoi. Ça intègre un Alexa. Et il y a aussi la commande le OK Freebox. Ouais, pour lancer les apps locales en fait. Donc genre OK Freebox, allume la télé ou affiche-moi la TF1 et ça le fera. Parce qu'aujourd'hui, Alexa n'est pas capable de se connecter au service intégré à la Freebox. C'est pour ça qu'il y a entre guillemets ces 2 assistants. Là où ça va hyper loin, c'est qu'en plus ils ont rajouté une offre de sécurité avec une caméra Wi-Fi, un détecteur d'ouverture de porte, et tu peux en rajouter. Là où ça va très loin, c'est que même la Freebox Delta est capable de détecter les bruits suspects, genre une vitre cassée. Elle est capable de dire ça, c'est une vitre qui est cassée. Donc tu reçois une notification, elle est capable d'enregistrer la vidéo, de faire tout ce genre de choses. Et ça va même vachement loin, puisque dans le pack sécurité, tu as même la possibilité de demander à ce qu'un agent vienne voir ce qui se passe dans ta maison. Et il peut rester jusqu'à 24 heures devant ta maison pour surveiller. 24 heures? Oui. C'est quand même énorme. Oui, c'est... Mais bon, tout ça, c'est en plus, j'imagine. Si on veut le pack sécurité, on le paye en plus de la Freebox, oui. Voilà. La grosse nouveauté, c'est que la Delta vous appartient. C'est-à-dire que si vous restez abonné 48 mois à l'offre Freebox, vous la gardez. Ou alors, vous pouvez la payer d'un coup, 480 € lorsque vous vous abonnez, elle est à vous. Vous gardez la Freebox Delta et tout ça. Alors évidemment, vous allez perdre sans doute des services si vous abonnez plus à Free, du genre la télévision et tout ça. Mais toute la partie son, puisqu'elle fonctionne aussi en Bluetooth, il y a même du NFC intégré, il y a plein de trucs. Elle est évidemment compatible Spotify Connect, donc vous avez la possibilité d'utiliser Spotify et de diffuser comme un appareil réseau classique. Enfin franchement, en termes de multimédia, ça envoie du bois. Là où c'est ouf, c'est le Netflix intégré. Et Netflix intégré, tu l'as mentionné en passant quand même, avec un prix d'abonnement qui augmente de 10 €. Voilà, donc, on est à 49,99 €. Oui. Et il faut rajouter les 10 € par mois de la box, donc on est à 59,99 €. C'est pas déconnant quand on voit les offres fibres des concurrents, sachant que la box est à vous et que si vous voulez pas payer ces 10 €, vous pouvez payer 480 d'un coup, elle est à vous. J'ai quelques détails en plus. Tu as mentionné l'accès à Canal+, qui lui, par contre, n'est pas intégré contrairement à Netflix. Non. Et elle est compatible également... C'est Canal+ VOD, en fait, qui est dedans. Oui, mais VOD, il faut acheter les contenus. Tout à fait. Oui. Mais
Pardon ? C'est pas de la SVOD, SVOD. voilà. Voilà. Et elle est également compatible avec Philips Hue, qui est devenu l'un des standards essentiels de la... De par la présence de l'Amazon Echo, enfin de l'Alexa intégrée, de toute façon, tous les services gérés par l'Amazon Echo vont être compatibles. Donc, même votre thermostat Netatmo est compatible. Ils n'ont pas fait la démo, mais vous pouvez lui demander depuis votre salon d'augmenter ou de baisser votre chauffage. Ou quelle est la température extérieure avec votre station météo Netatmo qui, elle aussi, est compatible. Ce genre de choses, en fait. Est-ce qu'on sait sur quel standard elle tourne ? Parce qu'on parle aussi de compatibilité Spotify. Est-ce que c'est une box sous Android TV ou un truc équivalent ? Eh bien, ou est-ce non. que les applications, voilà, donc les applications qui ne sont pas designées pour cette box ne seront pas accessibles à cette box ? A priori, ça n'est pas de l'Android TV. Je dis a priori parce que en termes d'interface, on s'en rapproche vachement. On n'a pas les détails, ça pourrait être une surcouche. Après, à mon avis, ça doit être effectivement peut-être un OS maison. Faut voir. En tout cas, ils ont promis qu'il y allait avoir des mises à jour et de nouvelles applications qui débarquent. Ils ont vachement mis en avant YouTube et Twitch, par exemple. C'était des services qui fonctionnaient pas hyper bien chez Free, mais ça veut dire que certains partenariats se sont débloqués. Le fait de la présence de Twitch, c'est, je pense aussi, parce qu'ils ont intégré l'Amazon Echo et que pour Amazon, avoir des échos dans tous les foyers des abonnés Free, c'est juste énorme. C'est une aubaine pour eux. C'est une vraie aubaine. Donc, ouais, bon. Donc on a quand même des choses hyper intéressantes. Et, encore une fois, on sent que l'ADN geek de Free, enfin, c'est une machine qui a été conçue avec le cœur d'un geek, quoi. Ouais, la grosse nouveauté pour moi, c'est l'ouverture. En fait, jusqu'à présent, quand on regarde des opérateurs comme Orange qui s'enferment avec leur Jingo, leur propre assistant, avec leur Orange TV, avec leur machin et tout ça, quand on voit ce qu'a fait Free, pour te dire même la partie télé, on dirait du Molotov en marque blanche. Pareil, c'est le cas hein, d'ailleurs, on ne sait pas. Hein. Ouais. Mais honnêtement, quand on voit l'arrivée de Spotify Connect, l'arrivée de tu vois, la compatibilité Philips Hue machin, on n'essaie pas d'avoir sa propre box domotique comme le font d'autres opérateurs, SFR ou Orange. Ça montre un signe d'ouverture et de compatibilité avec tout un écosystème d'objets connectés existants. Et pour moi, ça, c'est la vraie bonne stratégie. C'est-à-dire se dire, nous, on va pas développer ça. Par contre, on va développer des interfaces pour se connecter avec tout ça. Et on va essayer de le faire bien. Et en plus, nous, notre métier, c'est finalement d'apporter du contenu, des services. Et on va créer l'environnement pour apporter ça. C'est-à-dire qu'on va proposer la bonne connexion et le bon matériel pour profiter de ces contenus et de ces services qu'on vous amène. Ensuite, si vous avez déjà des choses chez vous, ça marchera avec. Et c'est tant mieux, en fait, tu vois. Je trouve ça pas mal. Ouais, alors effectivement, c'est pas mal, c'est sûr. Mais il y a aussi la question qui fâche parce que on ne peut pas ne pas mentionner le fait que le réseau de Free a quand même des problèmes significatifs à la fois sur le mobile et sur le réseau filaire. Tu as mentionné rapidement les problèmes avec YouTube qui étaient suite à, visiblement, enfin on imagine, un débat, un problème de peering, ouais. un débat commercial avec Google. YouTube était souvent très très lent, ça a été plus ou moins bien au fil des années. Twitch ça, aussi, ça reste, oui, ça reste. Enfin, s'ils mettent en avant ces deux opérateurs, j'imagine que ça veut dire, enfin ces deux services, j'imagine que ça veut dire qu'ils ont trouvé des accords. Et même Netflix était très dégradé. Ouais. Là, ils vont plus loin. Non seulement l'appli Netflix est dispo, parce que sur la mini 4K, il n'y avait pas d'appli. Hein. Netflix, fallait bidouiller pour avoir l'appli, alors que c'est une box Android. Mais bon, il fallait bidouiller pour l'avoir. Là, maintenant, non seulement c'est intégré, mais en plus c'est offert. Donc, vois jusqu'où va le partenariat. Il y a du revenu sharing, des machins. Ils ont dit, OK, nous, on vous autorise certains trucs, mais je veux toucher une partie de l'abonnement. Et je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner, tu vois. Ouais. D'accord, donc ils ont dû trouver un accord. Une sorte de gros sous. Et pareil pour l'Amazon Echo intégré, ils ont dit nous on veut un assistant. Ils ont dû taper à toutes les portes et Amazon a dit ok, nous on vous fait un chèque pour donner Echo et en échange par contre vous diffusez Twitch de façon correcte sur votre réseau. Et là Free a dû dire ok, très bien, on prend l'argent, on vous autorise à placer vos équipements réseau chez nous et c'est bon, on aura du Twitch de bonne qualité. Donc ça peut, alors ça reste. La question reste en suspens, mais ça peut vouloir dire que les problèmes de débit et d'accès à ces grosses plateformes pourraient être réglés. Peut-être que c'est déjà le cas, à vrai dire. Moi, n'étant pas chez Free, je ne sais pas. Ça l'était pas, mais là, je pense que ça va l'être. Ouais. Donc, plutôt super bonne nouvelle, j'ai l'impression, pour tout le monde, cette histoire.
très bon son, des services intégrés comme Netflix ou la télé by Canal, la télécommande tactile, le rechargement sans fil, qualité d'image 4K HDR, voilà, enfin... C'est intéressant parce que ça commençait à devenir un petit peu une blague, cette Freebox V7. C'est genre, elle est annoncée depuis des mois. En fait, hein. Voilà. Et en fait, bon, c'est pas la plus grande révolution qui soit, mais je pense qu'il y a une série d'offres, un ensemble de services qui font que c'est un matériel intéressant, là où il est très difficile chez les fournisseurs d'accès de se différencier. Et là, ils font les choses bien. Et les geeks, je pense, comme on l'a vu par le passé, vont pouvoir dire... Bon, il faudra attendre de la voir, de voir comment elle tourne, etc. Mais je pense que les geeks vont pouvoir dire, bah oui, celle-là, c'est un choix qui est cohérent à faire si vous hésitez entre plusieurs fournisseurs d'accès, quoi. Après, il faut pas se leurrer, hein. Tout le monde va pas utiliser tous les services, d'accord ? Le son, t'en profiteras naturellement avec ta télévision et tout ça, mais la recharge sans fil, c'est pas dit que tout le monde l'utilise. La partie serveur NAS, c'est pas dit que tout le monde l'utilise, tu vois. Enfin, c'est évident qu'il y a beaucoup de choses dans cette box et la plupart vont pas servir parce que peut-être que tu as déjà un équipement qui le fait et t'as pas envie spécialement de doubler ton équipement, tu vois. Ouais, mais là, j'ai l'impression que... En fait, pour moi, cette box-là, elle s'adresse surtout à un truc. C'est aux concurrents. Aujourd'hui, les concurrents pourront pas dire on a la meilleure box du marché sans garder en tête, parce que c'est souvent ce qu'ils font, hein, sans se dire ouais, mais quand même la Delta avec le son, avec le machin. Enfin, en gros, ils ont coupé l'herbe à l'argument commercial de dire chez nous, vous avez la meilleure box. Et ils ont aussi coupé l'herbe un peu sous le pied aux autres en disant les services, on les a aussi, puisque nous, on a Netflix intégré quand vous prenez l'abonnement et tout ça. Donc, si tu veux, c'est plus. Il faut le voir non pas plus comme une révolution technologique, mais plus comme un gros coup de massue commercial pour les concurrents. En fait, c'est surtout ça l'intérêt. Moi, je pense qu'il y a énormément de ça, mais parce qu'on a déjà tout vu, ce qu'il y a là-dedans. Oui, non, c'est sûr. Mais j'aurais tendance à dire que quand même, quand même avec toutes les apps qui sont disponibles, ça couvre, je dirais, je sais pas, 95% de l'utilisation que j'ai de mon Apple TV. C'est-à-dire que moi, mon Apple TV, concrètement, je l'utilise pourquoi ? Pour YouTube, Netflix, Amazon Vidéo et Twitch. C'est à peu près, et peut-être HBO, parce qu'en Finlande, on a accès à HBO nordique, mais c'est à peu près l'ensemble des trucs. Évidemment, dans le cadre de Free, ils vont pas forcément vouloir donner accès à OCS, qui est un des autres gros fournisseurs français, mais on a quand même accès à Canal. Ce que je veux dire, c'est que entre ça, le fait que ça fait également vrai NAS configurable et qu'on peut s'en servir pour télécharger des trucs si on veut, on peut se passer vraiment que la plupart des gens pourront se passer, même les geeks pourront se passer d'une box supplémentaire ou d'un NAS. Alors après, le vrai truc, c'est est-ce que tu as envie d'être dépendant de ton opérateur, parce que ça revient à ça. C'est-à-dire que demain tu déménages, t'es pas marié à eux non plus, tu vois. Si dans 3 ans tu veux plus. Ils ont fait un comparatif qui est sympa en disant en gros, si vous prenez tous les appareils qu'on a intégrés dans l'offre, vous allez à la Fnac ou Darty pour vous équiper, vous en avez pour 2 400 €. Oui, non, mais c'est avec la qualité de la barre de son, c'est pas faux. Exactement, mais plus un Amazon Echo. Et encore, ils ont pris l'Amazon Echo à 65 balles. Tu vois, ils ont pris ce prix-là, qui est le prix médian, en fait, je pense. Mais ils ont même pris un prix plus élevé que ce que coûte un Echo, parce que c'est 59 € premier prix, ou 24 là maintenant pour les anciens. Ouais. Mais ils ont même pris 65. On a vu passer les prix. Bon, ok, c'est pour gonfler un peu la facture, je pense. Mais si tu veux un Echo avec cette qualité de son, t'en as au moins pour 100 balles. Donc de toute façon, voilà, plus le prix du Netflix, plus, tu vois, ils ont rajouté tous ces trucs-là. Ils ont dit en gros, vous en avez pour 2400 balles. Bon, imaginons qu'il y en ait même que pour 1000 €. Si demain, tu veux garder ce confort-là parce que tu y as goûté, il faudra que tu débourses ces 1000 € là, en fait. Si tu quittes ton opérateur, t'es tributaire de ton opérateur. Tu perds ton Echo alors que tu l'utilisais, tu perds ton abonnement Netflix. Même pas vraiment, puisqu'ils le vendent pour combien et puis tu le gardes au bout de 2 ans. 480 €. C'est vrai qu'en termes de prix, c'est intéressant. Tu le gardes au bout de 2 ans ou tu peux le payer d'un coup. Non, mais clairement, c'est là où c'est cool. Mais si tu achètes le Freebox Player, moi, j'aimerais bien savoir si le Freebox Player, sans être abonné Free, sert vraiment à quelque chose. Est-ce qu'on perd pas quelque chose ? Tu vois ? Bon, tout ça, c'est des questions auxquelles il faudra répondre, mais sous le coup de la conférence, on est plutôt enthousiaste. Est-ce qu'ils ont donné une date de disponibilité ? C'est dispo tout de suite.
Et Tout de livraison suite, de semaine prochaine avec UPS, voilà, comme d'hab. Bon, bah écoute, c'est plutôt Et les frais de positif. migration sont offerts pour les abonnés actuels. Alors les abonnés actuels, je pense que ça vaut le coup. Surtout si vous n'êtes pas du tout équipé et vous voulez voir un peu ce que ça donne d'utiliser un assistant vocal, d'avoir un bon son. Si vous avez une télé 4K HDR et pas de contenu à diffuser dessus, ça peut être cool d'avoir cet appareil. Et si vous aviez un abonnement Netflix, bah, vous pouvez du coup switcher là-dessus. C'est pas plus mal. Vous avez tout intégré, pourquoi pas. Voilà. Ouais. Bah, c'est franchement plutôt plus intéressant que j'aurais pensé. Ensuite, pour moi, la plus grande question, encore plus même que le fonctionnement de la box, qui à mon sens va pas être mauvais, ça va être plutôt la qualité du réseau de Free. Ouais. C'est vraiment ça la grande question. Mais bon, on suivra ça évidemment de près à l'avenir. Mais voilà pour votre petit topo sur cette fameuse Freebox Delta. Un petit mot sur la Freebox One. Non, tu disais c'est un petit peu la même qu'avant. Si, on peut en parler vite fait. Mais en gros, la Freebox One, elle va proposer la fibre que 1 gigabit, ADSL 2, VDSL. Il n'y aura pas la 4G intégrée. Par contre, il y aura quand même le 4K HDR. Il y aura aussi les accès en VOD 4K et tout ça. Toujours nouveau design, nouvelle interface et tout, nouvelle application free. Et il y aura aussi l'abonnement inclus Netflix. Donc pour 29,99 €, vous avez les services que je viens de vous dire, plus l'abonnement Netflix. C'est à 29,99 € pendant un an. Après, ça passe à 39,99 €, mais ça reste raisonnable avec le Netflix intégré. Vous avez une box qui est réactualisée, une box fibre. Voilà, c'est pas révolutionnaire, mais why not? C'est une bonne petite bestiole. Bon bah voilà, donc pour la conférence de Free, passée en revue par nos soins et par les soins de Cédric Bonnet. Merci beaucoup. Pas de souci. Enchaînons avec une autre petite news rapide sur les écrans et les écrans de téléphone et la nouvelle mode après les encoches qui sont devenus vraiment à la mode depuis l'année dernière et la sortie de l'iPhone 10, tous les téléphones, voilà le notch, tous les téléphones de la Terre semble-t-il l'ont adopté. Eh bien certains fabricants vont encore plus loin. On a entendu parler il y a quelques jours de Huawei et maintenant les dernières rumeurs font état de Samsung avec son Galaxy S10 qui mettrait non pas des notches, non pas des encoches, mais des trous dans leurs écrans. C'est ça, des trous dans leurs écrans. Mais finalement, Cédric, si on regarde ça avec un petit peu de hauteur philosophique, est-ce qu'une encoche n'est finalement pas qu'un trou dans le bord de l'écran ? C'est ça. Je pense. C'est exactement ce que je disais ce matin. Je voyais la photo, je me suis dit, ils ont séparé de 2 mm pour dire je n'ai pas d'encoche. C'est un peu ça. Bon, je n'ai pas d'encoche. Alors en fait, j'explique pour les auditeurs. Ces technologies permettraient d'avoir des écrans bord à bord, un petit peu comme avec le compromis pour avoir une caméra, cette fameuse caméra frontale qui est toujours nécessaire pour faire les selfies, qu'on ne peut pas ne pas avoir, et tous les constructeurs cherchent des alternatives à cette encoche pour intégrer la caméra tout en gardant un écran le plus bord à bord possible. Eh bien la réponse de Huawei et visiblement Samsung, les rumeurs, c'est de faire des trous. Alors, c'est un petit peu surprenant parce que du coup, est-ce que le trou va être placé au bon endroit pour l'interface ? Je suis sûr que les apps de ces téléphones des constructeurs seront conçues pour en tenir compte, mais les autres applications Android, on risque d'avoir pas d'écran à un endroit, pas d'affichage à un endroit important. Mais là où ça serait malin, ça aurait été de faire un écran qui recouvre l'objectif et les pixels s'éteignent à cet endroit-là pour dévoiler la caméra. Ça aurait été malin. Mais après, techniquement, c'est un peu compliqué. Voilà. C'est ça. Donc bon, c'est une petite news rapide que je voulais évoquer parce qu'elle est amusante. Ça peut être une solution. Évidemment, ça veut aussi dire qu'on aura généralement une caméra, un appareil photo, à la limite peut-être un deuxième, mais pas de système de reconnaissance faciale poussé comme on l'a sur l'iPhone et d'autres téléphones, puisque là, il faut plusieurs capteurs. Et on ne va pas non plus faire un trou au milieu de l'écran avec un trou immense pour mettre tous les capteurs. Ce type de technologie restera réservé à l'encoche, j'imagine. Mais bon, voilà pour cet aspect. Ça n'a pas l'air de t'inspirer. C'est un choix de design qui est particulier. Je sais pas. Après, Android devrait plutôt pas trop mal le gérer, puisqu'on se souvient que dans les dernières versions d'Android Pie, en tout cas, il est capable de gérer des encoches de design très différents, voire même de multiples encoches. En gros, il suffira de dire parce qu'en fait, l'encoche ne signifie pas qu'il n'y a rien derrière. C'est-à-dire que, en gros, vous avez en fait l'interface qui n'est juste pas affichée, mais elle est là.
Simplement, ça permet d'aligner le texte de façon à le mettre de chaque côté de l'encoche. Ben là, en fait, ils ont prévu même le cas d'une encoche qui est sur la droite ou sur la gauche, donc à peu près à l'endroit où va se situer le trou. Et il suffira de dire, ben, dans cette zone-là, il y a une encoche. Et donc, tout l'OS va dire aux applications, là, il y a une encoche, donc vous n'affichez pas de texte. Mais par exemple, si le fond de l'appli en haut est vert, il y aura quand même du vert derrière, en fait, le trou. Oui, donc, entre guillemets, du coup, il n'y aura pas, voilà, il n'affichera pas un notch noir dégueulasse, mais Android le gère. Voilà. Android peut gérer une encoche qui est assimilée à ce trou, ou plutôt ce trou serait assimilé à une encoche par le système. Donc ça serait géré a priori pour les applications au moins récentes et mis à jour pour Android Pie. Donc c'est pas mal. Je voulais mentionner aussi une autre chose, c'est le fait que LG n'abandonne pas les téléphones. C'est vrai que on voit qu'il y a de nombreux constructeurs qui ont du mal à se battre avec les constructeurs chinois qui font de la très bonne qualité avec des prix de milieu de gamme, voire de bas de gamme. Et on a l'impression que les constructeurs traditionnels ne savent plus vraiment où aller. Eh bien, il se trouve que LG a mis Brian Kwon, qui était en charge de sa division Home Entertainment, qui fonctionne très très bien, eh bien ils l'ont mis en charge de la division Smartphone, ce qui veut dire que la société coréenne n'abandonne pas et espère que Brian Kwon va réussir à revitaliser la division Smartphone aussi. Donc c'est intéressant de voir que les constructeurs de smartphones n'abandonnent pas a priori. On en a vu d'autres prendre des décisions soit comparables, soit un petit peu différentes. Sony, par exemple, s'est recentré sur ses téléphones un petit peu plus haut de gamme, etc. Samsung, évidemment, n'abandonne pas du tout. Ils vendent énormément de téléphones. Mais c'est marrant de voir qu'ils sortent pas du marché. Donc, ils se rendent compte, évidemment, que les smartphones sont tellement importants aujourd'hui qu'il est difficile d'abandonner et de lâcher complètement l'affaire. Eh oui, mais ça, clairement, de toute façon, le marché du mobile est assez essentiel, même dans l'historique de LG. Bon, on a vu aussi HTC, qui reviendrait d'ailleurs avec des téléphones. Ils n'auraient pas complètement lâché l'affaire. Mm-hmm. Écoute, s'ils ont une offre différenciante ou quelque chose à proposer pour réussir à se positionner dans ce marché qui est ultra concurrentiel, pourquoi pas. Après, c'est ça qui est difficile, c'est être différenciant. Mais quand tu vois tout ce que font les constructeurs chinois et maintenant les téléphones sont de qualité, c'est ça qui est bien sûr, qui est difficile à concurrencer. Donc, il faut vraiment arriver avec quelque chose de nouveau, quoi. Alors après, LG a la capacité de le faire, j'en doute pas. Après, est-ce que le public sera au rendez-vous des choses qu'ils vont avoir proposées? Je ne sais pas. Rappelle-toi, ils avaient fait des téléphones modulaires, ils avaient fait plein de trucs qui n'ont jamais marché. Et je pense que ça a permis de rajouter un clou au cercueil, tu vois. On passe un bonjour à Jérôme, qui n'est pas là aujourd'hui, qui avait dit il y a 2 ans, ou peut-être même un petit peu plus, qui avait pris le pari solennel dans l'émission que le téléphone modulaire de LG représentait l'avenir du téléphone mobile. On en avait parlé de manière très très sérieuse et bon bref, envoyez un petit bonjour à Jérôme avec hashtag téléphone modulaire sur Twitter si vous voulez lui rappeler ces bons souvenirs. Donc voilà pour LG et les téléphones mobiles. La prochaine mode, donc on l'a établi, ce sont les téléphones à trous. Vous l'aurez entendu ici, voilà. En premier ou presque en premier. Bon bah écoutez, on va faire une petite pause rapide et je vais pas parler des avantages du financement Patreon spécifiquement, mais je voudrais vous parler d'un sondage que j'ai, une question que j'ai posée à mes soutiens sur Patreon. Je leur ai demandé quelle durée d'épisode ils préféraient, parce que ça fait maintenant presque 1 an que l'émission est passée en rythme hebdomadaire, et vous vous en souviendrez peut-être, je visais 1 heure d'émission au moment où j'ai lancé ce... Bon, arrête, je connais la réponse, ils t'ont dit plus c'est long, plus c'est bon. Et voilà, exactement. Non mais ça c'est obligé, c'est obligé. Non mais tu sais... Avant même de poser la question, j'aurais pu te donner la réponse. Mais moi je pensais pas, moi j'étais convaincu que 1 heure d'émission, plus d'1 heure d'émission par semaine, c'était un petit peu compliqué. par jour, il dirait que c'est trop court, Patrick.
tu le sais. Ah, je prends ça comme une preuve d'amour Mais bien sûr. indéfectible. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais proposé, donc, j'avais demandé que préférez-vous. J'ai proposé moins une heure, c'est la durée idéale, ou 1h15, c'est bien parce que je me suis rendu compte qu'on est généralement autour d'1h15. Et de manière absolument majoritaire, sur les plus de 300 personnes qui ont voté, 285 ont dit 1h15 c'est bien, et beaucoup m'ont fait la remarque. Il y a eu des dizaines de commentaires, beaucoup m'ont fait la remarque. Effectivement, comme tu le disais, plus c'est long, plus c'est bon. Ouais, oui. Mais j'ai été surpris, moi je pensais que les auditeurs voudraient un truc facile à consommer, rapide, et du coup ça m'a vachement rassuré dans la manière de concevoir l'émission, parce que je me dis, bah, ce que je conçois comme quelque chose de cohérent, ça convient également. Il y a eu des remarques dont j'ai parlé sur une vidéo que j'ai postée à la suite du sondage sur le même article, donc si vous êtes patriote, vous pouvez aller regarder ça, sur la nécessité de parler de Patreon notamment. J'explique un petit peu pourquoi c'est nécessaire. Je parle de pourquoi ne pas faire plus long. Ça, c'est une question qui s'est posée aussi. C'est vrai que le problème, en fait, je résume, mais si on me dit le format du podcast c'est qu'il n'y a pas de limite justement, donc pourquoi s'en imposer? Et c'est une très bonne remarque, mais le problème c'est que si je ne me mets pas de limite, là je pourrais faire effectivement des émissions de 3 heures ou 4 heures ou même plus. Donc il faut à un moment se dire que ça reste consommable, utilisable quand même. Donc je pense que ça ne veut pas dire que je vais me limiter artificiellement pour le principe, mais ça veut quand même dire que j'ai une ligne directrice, je me dis à peu près autour de ça, et puis les conversations doivent quand même rester naturelles dans ce contexte. Donc voilà, ça c'était un petit rapport sur ce qui s'est passé sur Patreon cette semaine avec les personnes qui choisissent de soutenir l'émission. Si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé, et surtout si vous pensez que l'émission vaut la peine, vaut le coup, vous informe, vous distrait, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech, vous le savez, pour vous aussi soutenir l'émission. C'est le seul moyen avec lequel l'émission est financée. Donc merci à vous tous. Et on continue avec les news et les rumeurs, et on commence avec Amazon qui continue à étendre ses tentacules dans tous les domaines de la réalité, tel un Cthulhu qui envahirait notre monde. Les dernières rumeurs font état de tests dans des magasins un petit peu plus grands de leur technologie sans caisse. C'est-à-dire qu'on avait entendu parler, on avait vu, on avait constaté que Amazon faisait des magasins où il n'y avait pas de caisse, qui vous traquaient, qui voyaient ce que vous achetiez, et puis quand vous sortiez du magasin, c'était automatiquement les objets que vous avez pris dans votre panier étaient automatiquement, ou même dans vos poches, étaient automatiquement débités sur votre compte. Et ça fonctionnait pas mal, aussi étonnant que ça puisse paraître, la technologie fonctionne, et maintenant ils sont en train de tester ça dans des magasins plus grands, ce qui laisse penser que, en fait, c'est pas juste une blague ou un petit truc comme ça marrant, anecdotique qu'ils sont en train de faire, mais qu'ils pourraient appliquer, tous les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place en même temps, qui pourraient appliquer cette technologie à la chaîne de grande distribution qu'ils ont rachetée l'année dernière, Whole Foods, qui est une chaîne de distribution un petit peu plus... on va dire pas plus cher, mais enfin des produits qui mettent l'accent sur la qualité, voilà, qui est une chaîne qui existe dans l'ensemble des États-Unis. Ça serait, je sais pas comment on n'y a pas pensé avant. Oui, je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont évoqué, mais c'est tellement évident quand on y pense. Ça permet de rentabiliser encore plus une chaîne comme Whole Foods. C'est en fait, si c'est possible et si les tests se passent bien, moi, j'en viens presque à me demander pourquoi ils ne le feraient pas, quoi. Oui, mais complètement. Donc, non, mais je sais pas si c'est le sens de l'histoire d'avoir des supermarchés comme ça, sans caisse, sans ce genre de truc, mais la vraie question, c'est effectivement, mais pourquoi est-ce qu'ils le feraient pas? Moi, je suis Amazon, je commence, si la technologie est fiable, je commence à équiper les Whole Foods, quoi. Donc, je sais pas. Je pense que c'est le sens de l'histoire. On en saura un peu plus sans doute dans les mois qui viennent. Mais je les vois bien justement lancer ce type de magasin. Il y a eu un magasin éphémère aussi en France là pour Noël. Ils avaient lancé un truc. Il est toujours présent d'ailleurs à Paris. Toujours présent, on n'est pas sûr, hein, vu ce qui s'est passé le week-end. Oui, c'est vrai. Bon, peut-être qu'il a non. Mais en fait, il teste des choses. Et écoute. Les grands du secteur, type Carrefour,
le groupe Casino et ce genre de trucs, chez nous en tout cas, groupe Carrefour qui est un groupe mondial quand même, se contentent de tester des applications sur le téléphone, et encore c'est pas mal déjà, des scanettes automatiques et des trucs comme ça. Quand les géants de la tech, eux, viennent avec prennent le truc dans l'autre sens. Ouais, oui. C'est terrifiant. Il y a un vrai décalage de monde en fait. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Il y a l'ancien monde et le nouveau monde qui vient là pour disrupter, comme ils disent à la Silicon Valley, un marché existant, et Amazon a la capacité de le faire. Donc, Et c'est vraiment la direction, on a l'impression que ça va un petit peu que dans un sens. C'est-à-dire que les géants de la tech s'attaquent à tous les domaines du monde, et les domaines qui sont disruptés, entre guillemets, ils regardent un petit peu du côté de la tech, mais ils y vont tellement timidement, et puis ils n'ont pas les capacités. Là, on parle de, tu t'imagines, le savoir-faire qu'il faut pour créer un magasin où on n'a pas de caisse. Ça veut dire qu'il faut de la reconnaissance, de la reconnaissance faciale, la chaîne l'écosystème de comptes qui est nécessaire pour que les gens soient déjà logués quand on rentre. Il y a énormément de choses qui sont nécessaires. Cette idée que les différents acteurs approchent les choses de manière différente, on la retrouve dans l'initiative de la Banque européenne qui a lancé un système, la Banque Centrale Européenne qui a lancé un système qui s'appelle Target, si je ne m'abuse, qui a été développé par différents partenaires européens, dont le but est de rivaliser avec des systèmes de paiement comme PayPal et d'autres pour avoir des transferts instantanés. C'est un système qui a été mis en place là il y a quelques jours, si je ne me trompe pas. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir que c'est un système, bien sûr, dans lequel les banques doivent s'intégrer si elles souhaitent y prendre part. Et l'idée est vraiment de concurrencer ou de se mettre à niveau avec les systèmes de paiement tech, comme PayPal. Je mentionne PayPal, mais il y en a d'autres. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? Très peu de banques sont intéressées. La plupart des banques n'y voient pas d'intérêt. Je pense à PayPal, mais l'un des arguments que donnent les gens en faveur des banques en ligne comme N26 ou d'autres, c'est aussi ce genre de choses. Et petit à petit, ces choses sont en train de se normaliser, mais les banques traditionnelles ne veulent pas faire partie de ce système de transfert immédiat. Et j'y vois encore un symptôme de la lenteur et du manque de compréhension ce qu'on appelle en anglais les incumbents, les gens qui sont déjà en place. Les paiements prennent 10 secondes ou moins, et ils coûtent à l'entité qui fournit le service 0,002 € pour faire le transfert. Alors oui, c'est pas un transfert gratuit, mais enfin, je pense que c'est un chiffre acceptable. Et bon, bref, ils veulent pas. La plupart des banques, il y a genre en France Natixis, qui est la seule banque qui l'a implémenté, une banque espagnole. Moi, j'ai qui s'appelle CaixaBank, et voilà. La CaixaBank, ouais. La Caixa, elle est espagnole ou elle est portugaise ? Je crois qu'elle est portugaise. D'après ce que je lis, elle est espagnole, mais... Ah ok, peut-être qu'elle est passée sous Giron. Ouais, ok. Mais moi, par exemple, la Caisse d'Épargne, qui fait partie du groupe Natixis d'ailleurs, je crois. Aujourd'hui, quand je fais le virement de mon loyer, il me demande est-ce que vous voulez faire un virement immédiat ou est-ce que vous voulez un virement standard ? Et le virement standard, c'est 1 à 2 jours ouvrés. Et le virement immédiat, c'est un virement qui me coûte 1 €. Il me demande de payer 1 € pour faire un virement immédiat, c'est-à-dire que dans les quelques secondes après avoir appuyé sur le bouton, ils reçoivent l'argent tout de suite. Même dans une banque tierce, tu vois, c'est ça le truc. Ouais. Bon, c'est un peu honteux 1 € pour un virement immédiat. Je comprends pas que ça le soit pas déjà immédiat, mais c'est ça qui est frustrant, c'est ça qui est horripilant, c'est que, enfin bon, bref, on a déjà parlé de toutes ces choses-là, mais oui, on est d'accord. Revenons sur Amazon un instant avant d'avancer vers Franprix. Le Federal Cartel Office allemand, qui est un organisme de surveillance de la concurrence, a lancé une enquête sur les pratiques d'Amazon et surtout sur son double rôle de
distributeurs, ou plutôt de vendeurs et d'hébergeurs pour d'autres vendeurs, et de la manière dont l'un de ces rôles peut influencer l'autre, et de la manière dont ils peuvent émettre des pressions ou influencer le comportement des vendeurs qui ont une boutique sur Amazon, ou même des différents niveaux, parce que vous savez, certains ont leurs produits dans les entrepôts Amazon pour bénéficier du Prime, de la livraison rapide, etc. Et c'est vrai qu'il y a des choses, on en parlera peut-être plus longuement un jour, mais il y a des choses pas très nettes qui se passent dans ce domaine, et l'Allemagne est en train d'enquêter sur ce sujet, ce qui est plutôt une bonne chose. Franprix, je l'évoquais, est en train de tester un robot de livraison roulant. Pour le moment, il est encore accompagné d'un opérateur, mais c'est une idée intéressante. Un petit robot qui est en fait une sorte de... Comment dire, c'est pas un robot avec des bras et des jambes, hein, c'est un machin sur roue qui est une sorte de coffre sur roue. Et ça peut être hyper pratique pour accompagner les personnes soit à mobilité réduite, soit les personnes âgées, etc. Pour le moment, le robot est accompagné d'un opérateur, mais ce sont les premiers tests. À terme, il peut rouler à 6-7 km/h. À terme, il pourrait livrer des courses tout seul. Voilà, ça c'est le genre de truc qu'il faut tester. Ça marchera peut-être pas, mais ça me paraît intéressant. Bah, ça dépend. S'il y a une manifestation des Gilets jaunes, il y a peu de chances qu'il arrive au bout. C'est pas faux, c'est pas faux. Voilà. Tiens, puisqu'on parle du domaine incroyable, des domaines incroyables dans lesquels s'immiscent les géants de la tech, Airbnb a créé un laboratoire d'innovation qui est en train de tester une initiative de conception et de prototypage de nouvelles manières de construire des bâtiments. Et ils vont se lancer dans la chose en 2019. Et l'idée, c'est vraiment de construire des bâtiments pensés, bien sûr, pour le partage, qui est le cœur de business d'Amazon. Donc, des bâtiments pour lesquels... Airbnb, pas d'Amazon. Pardon, de Airbnb, oui. Donc, des bâtiments qu'ils pourraient, eux, utiliser pour leur service. Donc, maintenant, ils n'auront même plus besoin d'utiliser les bâtiments des gens, enfin, les appartements des gens qui habitent quelque part. Ils auront juste leur propre bâtiment à eux, Airbnb, pourquoi pas, hein. Mais ils ont aussi, ils sont en train d'explorer la manière dont on peut mieux concevoir les bâtiments. Et c'est marrant parce que cette initiative est cohérente avec le cœur de business d'Airbnb, évidemment. Mais là encore, c'est un domaine... qui aurait pu imaginer qu'un géant de la tech se mette à construire des immeubles, quoi. Ça touche tout simplement tout. Et là, on en a encore un exemple. Donc, je vous passe les détails sur les concepts et la conception de ces immeubles qui sont intéressants et qui démontrent de cette approche de geek de la conception d'anciennes industries. J'ai presque envie de dire que même le succès de la Freebox et le succès de Free, malgré les problèmes techniques qu'ils ont eu, les problèmes de réseau qu'ils ont eu, sont dus également à cette approche technocentrique des services qu'ils proposent, là où les autres fournisseurs d'accès historiques étaient un petit peu assis sur leur laurier, quoi. Donc, bon, voilà. Oui, complètement. Airbnb se met là-dedans également. Je voudrais parler de Tumblr un tout petit instant. Est-ce que tu as vu cette information selon laquelle Tumblr va interdire les contenus à caractère érotique ou pornographique sur leur pornographique et pas pornographique sur leur plateforme? Et qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je suis pas client de Tumblr pour tout te dire. Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand Tumblr a débarqué, on était dans le partage de contenu de façon variée, hein. Il y avait un peu de tout d'ailleurs sur les Tumblr. Tu peux poster du son, de la vidéo, des images. C'était du blogging ultra simplifié en fait. C'est ça. Aujourd'hui, il reste essentiellement que les images, on va dire. Voilà. Aujourd'hui, il y a quasiment que ça. Plus personne va s'amuser à ouvrir un Tumblr pour raconter sa vie. Enfin, c'est fini ça. Mais à l'origine, c'était un peu ça. Maintenant, le fait que la plateforme ait été envahie par les contenus pornographiques parce qu'il y avait aucune ou très peu de modération, c'est ça surtout, hein, fait que on en entend reparler puisque Apple a décidé de bannir d'abord l'application en disant que proposer du contenu pornographique et que c'était pas, ça respectait pas les CGU du service. Mais j'ai presque envie de dire, jetez un œil à Twitter.
Parce que de temps en temps, tu vois passer sur Twitter des trucs qui relèvent de la pornographie. Et donc, pourquoi bannir Tumblr et pas Twitter? Tu vois, je trouve un peu injuste. Ouais, je crois que... Alors, Tumblr... Bon, il faut préciser quand même que généralement, ce qui est diffusé sur Tumblr, c'est pas du simple contenu pornographique. Ouais, apparemment, il disait que c'est de la pédopornographie. Bon, là, c'est Non, non, encore non. autre chose. Là, oui, non, ça évidemment. Mais je crois C'était que l'allégation d'Apple. oui, mais je crois que c'est l'exception, on va dire, et l'essentiel du contenu pornographique ou érotique qui est hébergé sur Tumblr, d'après ce que je comprends, parce que évidemment, moi, je n'irai pas regarder ce genre de choses. C'est surtout du contenu, enfin souvent du contenu artistique. C'est-à-dire qu'il y a du contenu clairement pornographique, mais et du contenu érotique, mais qui est pas du contenu cru ou un petit peu vulgaire. C'est souvent des initiatives artistiques de créateurs de contenu qui disent bah nous on fait du contenu qui est simplement qui a la caractéristique d'être pornographique. Et le plus intéressant là-dedans, comme tu le dis, Cédric, tu l'as évoqué, c'est même pas tant le fait que Tumblr décide de bannir le contenu pornographique, c'est la raison pour laquelle ils le font. Et tu l'as dit, c'est parce que Apple a banni l'application de l'App Store, l'application Tumblr de l'App Store. Et donc, on se retrouve encore une fois dans une situation où un géant de la tech qui est monumental fait la pluie et le beau temps au-delà de son pré-gardé. Parce que sur l'App Store, ok, Apple peut vouloir dire on ne veut pas de contenu de telle nature et Tumblr, lui, il donne accès, donc on ne veut pas de Tumblr, ok. Mais du coup, Tumblr se retrouve obligé, parce qu'ils ne veulent pas avoir une série de contenus sur l'App Store et une série de contenus sur le web, ils ont dit, bon, bah, on interdit le contenu pornographique partout, y compris sur le web, qui n'a rien à voir avec l'App Store. Donc c'est une conséquence intéressante de cette décision d'Apple, qui est en droit, a priori, de décider ce qui est accessible ou non sur son store, jusqu'à preuve du contraire, mais qui a des conséquences importantes au-delà de l'App Store lui-même. Et ça, c'est notable, je trouve. Ouais, non mais clairement, c'est la grosse nouveauté, c'est... Apple, parce que là on parle d'Apple, qui en gros se place en censeur et détenteur de la morale. Et c'est un peu compliqué, mais c'est le cas pour tout, quand même quand on parle des fake news. C'est-à-dire qu'on laisse un Facebook choisir ce qui est une fake news ou pas, on laisse un Apple choisir ce qui est une fake news ou pas. Ce sont des sociétés privées qui ont des intérêts aussi commerciaux. Enfin, c'est très compliqué. Ouais, moi, en fait. je dirais que là, il y a quand même une différence, en ce sens que le fait qu'Apple ou qu'un autre fournisseur de services fasse la pluie et le beau temps sur son service, ça pose certaines questions déjà et se pose et se place parce qu'on leur a demandé en censeur. C'est déjà un problème dont on pourrait débattre. Mais là, la différence, c'est effectivement que ça pousse Tumblr à prendre une décision sur l'ensemble de son... Oui, non, mais bien sûr, c'est logique. C'est comme si Google disait on déréférence Tumblr parce qu'il y a du contenu pornographique, t'inquiète, qui bouge dans la seconde. Oui, c'est sûr. Dans ça, oui, c'est bon. Mais c'est normal parce qu'ils sont géants et c'est eux qui font l'audience. Enfin, il faut regarder les sources de trafic. Ça, Tumblr a dû regarder, ils ont dit ok, l'iPhone, c'est, je dis une bêtise, hein, c'est entre 30 et 40% de notre trafic. Ok, ben on va faire le nécessaire parce qu'il faut qu'on garde ce trafic. C'est avec ça qu'on vit. C'est tout. On est d'accord. Bon, parlons un petit peu de bonnes choses de la tech quand même, de la tech. Instagram, il y a des trucs sympas. Oui, bah justement, Instagram a mis en place... Ah non, mince, c'est pas de ça que tu voulais que je parle. Non, je plaisante. Bah, vas-y. Ah d'accord. Instagram a mis en place un système de description des photos. Alors évidemment, Instagram, c'est beaucoup de photos, mais un système de description des photos pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes qui utilisent soit des descriptions incluses par les personnes qui postent leur contenu, il y a une option pour faire ça dans les paramètres d'Instagram, soit carrément une lecture, enfin une explication du contenu qui est généré par une intelligence artificielle sur les serveurs d'Instagram qui va décrire la photo en question. Donc ça donne mais accès... rappelle-toi, c'est pas nouveau. Corben dans Feu Upload avait partagé une application qui lui mettait les hashtags automatiquement sur les photos qu'il postait sur Instagram.
Je sais Oui, pas si tu oui, te non, souviens. mais tout à fait. Mais là, c'est intégré à l'application et c'est Oui. une utilisation d'une technologie dont on a entendu parler il y a longtemps, la reconnaissance et la description de photos, qui est intégrée à l'application et du coup, ça permet aux personnes non-voyantes ou même malvoyantes d'utiliser l'application. C'est quand même hyper positif, je trouve. De la même manière, Microsoft intègre les sous-titres pour Skype. Ça veut dire que ça va automatiquement reconnaître la voix, ce que disent les gens, et mettre les sous-titres dans l'application Skype et dans PowerPoint accessoirement. Donc ça, c'est pas mal. Il y a Huawei qui a lancé une application qui s'appelle StorySign, qui est utilisée avec certains livres pour enfants, qui, en fait, traduit en langage des signes le contenu d'un livre pour enfants. Alors c'est un petit peu limité parce qu'il faut que le livre ait été inclus dans l'application. Donc c'est pas automatique pour tous les livres qui soient, mais il n'empêche, ça permet aux enfants qui ont des problèmes à appréhender l'écriture, souvent parce que les enfants sourds ont un petit peu plus de mal à appréhender l'écriture parce qu'ils ne l'associent pas au son des mots, donc c'est plus difficile à conceptualiser. Bah, ça peut leur permettre de faciliter cette transition. C'est super bien tout ça, non? C'est la tech qui est positive. Non, non, si, c'est positif. C'est très, très bien. Bien Après, on peut se dire que, tu sais, jusqu'à présent, quand on postait une photo, on se disait, enfin, si tu veux, c'est pour tout l'aspect modération et tout ça, ou l'aspect fichage de tes photos, classement de tes photos. Il faut se dire aussi que non seulement ça va faire de la description pour les gens malvoyants et tout ça, mais imaginons que demain Facebook veuille utiliser des contenus. Tu vois, il veut utiliser tes contenus ou partager des contenus avec tes centres d'intérêt ou ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas poster des photos qui vont être analysées par une intelligence artificielle. Ils vont se dire, tiens, il a, je sais pas moi, une Apple Watch. Et ben on va lui proposer des publicités pour des accessoires pour son Apple Watch. Ah oui, donc tu la vois, reconnaissance ne sert pas qu'à décrire les photos, mais elle sert aussi à savoir ce que tu possèdes postes, ou tes centres d'intérêt. Tu vois, tu fais beaucoup de courses, tu postes des photos de courses, ils vont te proposer des chaussures pour courir ou des équipements de sport. Bah, je dirais, faut voir oui, aussi évidemment. ce penchant-là. C'est certain, mais je dirais que ça va arriver de toute façon. Voilà, ils l'ont pas mis gratuitement, tu vois, en se disant, ah tiens. Ah bah même on peut dire que ça amène, ça redore un petit peu leur image de marque, ça amène plus d'utilisateurs à utiliser leurs produits, donc ça a tous ses avantages pour eux. Mais je dirais que le travers dont tu parles, il existerait qu'ils mettent ça en place ou pas. Donc tu vois, de toute façon, ils vont commencer à utiliser l'intelligence artificielle pour savoir ce qu'il y a dans tes photos. Donc, s'ils font en plus une description des photos pour les personnes qui sont malvoyantes, bah c'est pas mal. Bah oui. Bon, quand même un petit peu. D'ailleurs, entre parenthèses, je voudrais remercier très chaleureusement la personne malvoyante qui était venue à la dernière rencontre live qu'on avait fait cet automne. Je suis désolé, j'ai oublié ton prénom. Je me souviens que tu avais fait une plaisanterie de haute volée en me donnant un autre prénom. Je ne la répéterai pas ici, mais il m'avait offert pour mon petit bébé une tortue bonne nuit qui aide les enfants à dormir. Alors lui, il dort pas mal, donc il en a pas besoin, mais dès qu'il est un petit peu énervé, je mets la tortue, ça le fascine, je l'allume, et il est hyper calme, donc un immense merci à toi, je suis vraiment, vraiment reconnaissant, en plus elle était hyper difficile à trouver, et j'ai pas eu l'occasion de te remercier, donc voilà, à travers l'émission, j'en profite pour t'envoyer un grand, grand merci très chaleureux. Et il adore cette tortue. Je crois qu'on va la garder pendant des années. Quoi d'autre? La Corse va avoir son emoji, ou en tout cas elle le veut, et elle est prête à se lancer dans le lobbying. Attention, elle a mis de côté 50 000 € pour la conception, le lobbying, le dépôt du dossier, etc. Mais c'est marrant, je plaisante, mais c'est marrant de voir à quel point les emojis sont devenus hyper importants. Et on parlait d'accessibilité. Ce qui est vraiment drôle avec les emojis, c'est à quel point ils sont universels. Parce que n'importe quelle langue, les emojis sont les mêmes. Alors peut-être que certains ont différents sens dans différentes langues, mais dans l'ensemble, tu peux faire un message en emoji et tout le monde comprend, quelle que soit la langue qu'il parle. Et ils sont devenus essentiels. C'est devenu un des éléments de langage qu'on a dans toutes les langues du monde, quoi. À tel point que je me demande jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'on va avoir
je sais pas, des emojis pour chaque ville, des emojis pour chaque métier, des emojis, enfin il y en a déjà beaucoup, mais moi je vais mettre de côté 55 € pour avoir un emoji podcaster. Je pense qu'il est largement temps que j'envoie le lobbying on va dire à Bruxelles, pour que les députés fassent leur travail et exigent enfin de la... Merde, comment il s'appelle? Alors on fera l'article 14 pour l'emoji podcast. Parce que le 13 c'est déjà pris apparemment. Exactement. Non mais je veux dire le nom, je veux retrouver le nom de... Ah, comment j'arrive pas? Unicode, voilà, le consortium Unicode qui décide, l'une des parties du consortium qui décide de... Emoji intégrés. Des emojis à intégrer. Quoi d'autre? Instagram va aussi avoir une liste de close friends. Je l'ai, ça. Proche, ouais. Ça y est. C'est encore une fois, c'est une évolution des réseaux. On est obligé de faire, en plus de notre liste d'amis entre guillemets, la liste des vrais amis. J'espère que je suis dans ta liste de vrais amis, hein, Cédric. J'ai pas encore activé le truc. Oh, la bonne excuse. Ok, d'accord. Je comprends ce que tu dis. Très bien. Ouais, vu comment j'utilise Instagram, une fois tous les je sais pas combien. Je suis pas Corben, je suis pas. T'as pas vu mes dernières photos de mon petit du bébé? J'ai vu passer ça vite fait, oui. Très bien. Mais j'ai pas eu le temps. Instagram, c'était un gouffre à temps. Non mais attends, excuse-moi, j'ai pas entendu la réaction appropriée au fait que tu aies vu la photo. Ah mais il est mignon. Voilà, merci. C'est le plus beau bébé de la Terre. Bon, quoi d'autre? On va passer l'histoire Gilets jaunes contre Jupiter contre modérateur Facebook que m'a envoyé Dr Demon John sur Twitter, un article dans Libération qui est très bien écrit et qui décrit le combat et la nature du combat entre ces deux entités, à quel point en fait le mouvement des Gilets jaunes n'aurait pas vraiment pu exister, en tout cas pas sous cette forme, sur Facebook. Hyper intéressant. Quoi d'autre? Microsoft, tiens, parlons un petit peu de Microsoft. Microsoft, savais-tu que ça a été pendant un moment la société à la valorisation boursière la plus élevée au monde? Non. Pas pendant très longtemps, mais c'est marrant, hein, on pense pas toujours à Microsoft quand on pense... On parle d'argent. Non, mais tu sais, on a toujours cette image un petit peu vieillissante de Microsoft et de Bill Gates qui a raté l'Internet et de Steve Ballmer qui comprenait rien et qui était plus un commercial qu'un ingénieur. Et on se rend pas compte à quel point Satya Nadella a transformé Microsoft. D'ailleurs, la valorisation boursière a triplé en quelques années seulement depuis son arrivée. Et ils sont devenus vraiment une société qui sous-tend l'ensemble, pas l'ensemble de l'Internet, mais c'est l'une des sociétés qui sous-tend l'Internet et le business sur Internet. Et la transformation qu'a effectuée Satya Nadella avec la Satya Mania a vraiment été un succès. Et Microsoft est devenue l'une des sociétés incontournables de la tech aujourd'hui. Et pourtant, il reste en sous-marin. On hésite à dire est-ce qu'il faut les intégrer dans les GAFAM, machin, oui ou non? Mais évidemment que oui. C'est une société hyper importante et qui est largement aussi importante que des sociétés comme Apple, Facebook ou Amazon ou Google. Et ils ont leur place là-dedans, je trouve. Et on les voit pas tellement. Ils ont moins de visibilité, peut-être parce qu'ils sont plutôt au niveau infrastructure, quoi. Mais c'est intéressant à noter. Ouais. Écoute, c'est étonnant. Mais après, moi, tu sais, la bourse, je trouve que c'est un indicateur comme un autre, mais c'est pas ma passion, quoi. C'est sûr, mais le fait qu'ils évaluent plus qu'Apple pendant un moment, ça c'est significatif, je trouve. Ouais, mais oui, c'est significatif. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de spéculation, il y a beaucoup qu'Apple ait perdu, je sais pas combien de milliards en 20 jours parce qu'ils annoncent plus leurs chiffres. C'est basé sur quoi en fait, de concret? Bah, ça veut dire qu'ils vendent peut-être moins. Moi, je trouve qu'il y a. Ouais, mais en fait, la question, c'est est-ce qu'il faut qu'ils vendent plus ou qu'ils gagnent plus? Parce qu'ils n'ont pas gagné moins, en fait. Non, en vendant moins, ils ont gagné plus. Donc, du coup, quel est le. Attends, alors, tu vois ce que je veux dire? Vendez moins pour gagner plus, ça me rappelle un truc, mais je sais pas exactement. Oui, mais voilà, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez décorrélé de la réalité de ce qui se passe, en fait. Donc, oui, je sais pas. On pourrait en débattre, effectivement. Mais... Voilà, bon. Après, chacun son avis. Microsoft serait en train de mettre dehors la technologie de Edge, de son navigateur Edge, pour adopter Chrome, et il serait aussi en train de développer un Windows Lite, entre guillemets, qui viendrait faire concurrence à Chrome OS. Donc, bon, ça, c'est des rumeurs qu'on évoquera peut-être quand elles seront confirmées.
un mouvement, puisqu'on parle d'argent, un petit peu plus significatif. YouTube va sortir ses contenus originaux qui étaient payants, donc dans l'offre YouTube Premium, et les intégrer à l'offre classique avec de la pub. On pense notamment à la série Cobra Kai, qui est une suite spirituelle à Karate Kid, qui est excellente d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu Cobra Kai, si vous êtes abonné à YouTube Premium, ou quand ça arrivera dans l'offre classique, regardez-la, elle est super bien. Mais donc, YouTube semble indiquer que ils acceptent que eux ils proposent de la vidéo avec de la pub. Si vous voulez pas de pub, vous pouvez vous abonner à YouTube Premium. Évidemment, c'est toujours possible, mais ils vont pas faire exactement concurrence à Netflix de cette manière ou à Amazon Vidéo, etc. Parce que pour eux, les contenus premium auquel on ne peut accéder qu'en payant, c'est pas tout à fait leur cœur de métier. En tout cas, c'est ce que je comprends de cette décision. Écoute, là j'ai pas d'avis sur la question. D'accord, très bien. Je suis sûr que tu auras un avis sur Valve qui a décidé de ne plus prendre 30% des revenus de tous de tous les jeux qu'ils vendent. Alors vous savez que Valve édite Steam, qui est la boutique en ligne principale sur PC pour les jeux vidéo, et ils prenaient 30% jusqu'à maintenant, comme l'ensemble des boutiques en ligne du monde, ils prenaient 30% sur tous les jeux qu'ils vendaient. Ils ont décidé de passer à 25% pour les jeux qui vendent entre 10 et 50 millions de dollars, et 20% pour les jeux qui vendent plus de 50 millions de dollars. C'est intéressant parce que ça montre que la concurrence fonctionne. On a vu que de plus en plus d'éditeurs étaient en train de publier leur propre boutique. Évidemment, quand on publie sa propre boutique, ça veut dire qu'on récupère l'ensemble de l'argent qu'on aurait récupéré quand on vend le jeu. Mais il y a aussi toute une infrastructure à mettre en place, la boutique à maintenir, etc. Donc Valve s'en rend compte et est en train de dire on va peut-être baisser un petit peu le truc pour les gros jeux. Alors je pense que ça s'adresse pas aux énormes jeux, ça s'adresse aux super énormes jeux. Tu plaisantes ou quoi ? Ça s'adresse aux jeux. C'est-à-dire que les super énormes jeux, ils sont chez des éditeurs qui peuvent eux aussi avoir leur boutique. Bien sûr, t'as vu, je sais pas si tu as vu les chiffres, mais réellement, il y a que 2 jeux là actuellement qui sont concernés par les 20%. C'est PUBG et GTA V. Qui ont gagné plus de 50 millions de dollars sur la plateforme. Il y a 2 jeux concernés par le 20% au lieu du 30%. Donc, je sais pas, c'est pas un nombre d'unités vendues en plus. Non, c'est en somme totale, parce qu'évidemment, pour des jeux gratuits, tu vends des... Non, mais moi, je trouve que c'est un signe intéressant quand même. Et puis, tu dis, il y a 2 jeux qui ont atteint 50 millions, mais il y en a beaucoup qui ont atteint les 10 millions. Donc, tu vois, déjà 5% de plus à récupérer, c'est quelque chose... peut-être que ça suffira pas, mais je crois que ça peut faire réfléchir certains éditeurs qui se disent... peut-être que ça vaut pas le coup. Plus tu vends, moins tu payes, c'est bizarre pour attirer les gens sur la plateforme, je sais pas. L'inverse m'aurait semblé plus logique, c'est de dire non, tout le monde rentre avec le 20%. Et quand tu as gagné 50 millions, je pense que c'est pas grave que tu donnes 30% au lieu de 20, tu vois. Je sais pas si ça aurait été aussi séduisant pour les financiers, mais bon, si vous voulez en savoir plus. Mais vu qu'il y a que 2 jeux concernés par le cas, c'est pas faux. Mais si vous voulez en savoir plus sur le jeu vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner au Rendez-vous Jeu, et on va avoir bientôt un épisode super méga spécial de fin d'année. Je pense que vous ne voudrez pas le rater parce qu'on va parler de tous nos jeux préférés de l'année. Ça va être un énorme épisode spécial. Donc, il arrivera assez bientôt, on va dire. Quelques sujets pour terminer. Est-ce que tu as vu, t'es pas un Parisien, ok, mais tu vois que les voitures autonomes ne sont pas mortes dans la capitale, même si Autolib n'a pas réussi à trouver le succès. On a Free2Move, qui est le 2e service de voitures autonomes qui arrive après. Alors là, c'est le service proposé par Peugeot Citroën. On en a déjà un qui est proposé par Renault. Et donc, ça concerne 550 véhicules, c'est déjà disponible a priori, et c'est en free roaming, donc on peut se garer un petit peu n'importe où, et c'est des véhicules électriques. Donc voilà, le concept n'est pas mort, et ça marche évidemment avec une application. Écoute. T'as pas l'air très client de voitures autonomes, toi. Si, je suis client plutôt de voitures autonomes, mais après,
Pour moi, l'autopartage fait partie des vraies solutions. On possède plus sa voiture et on se Voilà, démerde c'est et ça. tout ça. Mais oui, non, bien sûr. Mais je suis plutôt client de ça. Mais là, elle présente un nouveau truc. Bon, voilà, parce qu'Autolib a disparu. Ouais, mais c'est différent parce que c'est créé par des sociétés qui ont les épaules derrière. On parle de Peugeot, Citroën et de Renault. Je me demande si c'est pas la deuxième génération qui a appris des erreurs de la première. Peut-être qu'il en faudra une troisième qui apprendra des erreurs de la deuxième, mais ça me paraît être intéressant. On n'a pas besoin. Enfin, bon, ensuite, il faut trouver où se garer, ce qui est peut-être Oui. problématique, mais. Bon. Il y a une société qui s'appelle E-Ink qui a révélé une technologie qui s'appelle Just Write, qui est en fait une technologie d'écran en encre numérique, en E-Ink, qui a une composante tactile, donc sur laquelle on peut écrire avec un stylo, qui a pas de lag, donc qui affiche les modifications immédiatement et qui ne nécessite pas d'éclairage en backlight. Ça pourrait amener la technologie de papier électronique vraiment sur le devant de la scène. On parle encore de monochrome avec possiblement des niveaux de gris. J'ai du mal à voir sur la démo si c'est vraiment des niveaux de gris ou la finesse qui donne un blanc un petit peu moins profond. Mais c'est assez impressionnant. La démo montre vraiment une technologie d'écriture instantanée et qui, évidemment, l'avantage de cette technologie est que ça consomme très très peu et donc on pourrait avoir des calepins numériques qui pourraient fonctionner de manière plus convaincante que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc à suivre. Est-ce que tu connais T-Series ? La chaîne indienne, là, c'est ça ? Exactement. Ouais. Et donc, tu es au courant du fait que T-Series... PewDiePie. voilà, on vous passe tient... de détrôner PewDiePie de son piédestal sur lequel Exactement. il est de roi de YouTube. On vous tient au courant de l'univers des jeunes. En fait, PewDiePie, effectivement, est le YouTuber le plus populaire du monde, avec 72 millions d'abonnés. Il semblerait que T-Series va le détrôner bientôt, si ce n'est pas déjà fait. C'est l'ancêtre de Squeezie. PewDiePie, oui, un petit peu. Un peu ça. Alors T-Series, c'est quoi ? C'est une chaîne indienne qui diffuse des trailers, des bandes annonces, etc. Et bon, c'est pas surprenant de se dire qu'un pays comme l'Inde réunit beaucoup de monde sur une chaîne YouTube, mais c'est intéressant de voir aussi que l'Inde est en train de monter en puissance dans le domaine de l'Internet et dans le domaine de l'accès à Internet, parce que YouTube... Ça traduit ça, ouais. C'est ça, voilà. YouTube, c'est plus un accès, même si on parle d'accès mobile certainement, et donc qui consomme moins que nos accès en HD et en 4K sur nos télévisions, et ben on a quand même de la vidéo, ce qui consomme beaucoup, ce qui veut dire que l'infrastructure indienne est en train d'arriver au niveau, etc., etc. Donc c'est quelque chose de notable, je pense. Ouais. Donc... Non, mais c'est notable. Et là, du coup, je sais pas si tu as vu la suite de l'histoire. Le hacker qui a décidé d'imprimer des tracts sur des milliers d'imprimantes en les hackant. J'ai vu ça, pour demander aux gens de s'abonner à la chaîne de PewDiePie. Enfin, ouais. J'ai vu ça. Il a hacké quelque chose comme 50 000 imprimantes sur lesquelles il a fait imprimer un message demandant aux personnes qui le liraient d'aller s'abonner à PewDiePie pour combattre le géant T-Series qui allait le détrôner. C'est quand même assez fort. Ça. Voilà. Quoi d'autre ? Est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle en France ? Rapidement, pour dire que il y a une initiative gouvernementale qui veut pousser et favoriser le développement d'intelligence artificielle dans le pays en partenariat avec enfin pas en partenariat, en parallèle de l'Allemagne pour faire de l'entité européenne un champion ou en tout cas un concurrent dans l'intelligence artificielle. Alors il y a énormément de mesures qui sont, enfin énormément, un certain nombre de mesures qui vont être mises en place, qui va du monde de l'entreprise au monde de l'université. On sait qu'on a énormément de chercheurs fondamentaux et une université qui est très performante dans ces domaines en France, et on va pousser ça un petit peu plus et dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Si ça n'est pas encore clair quand vous écoutez cette émission, depuis le temps que vous écoutez cette émission, j'aimerais le dire de manière à ce que ça soit difficile à ne pas comprendre. L'intelligence artificielle est la plateforme essentielle de ce qui va constituer les évolutions technologiques d'aujourd'hui et de demain. Et il est extrêmement important. Il ne répétera pas. Alors écoutez bien. Il est incroyablement important que pour compter, nous y jouions un rôle. Donc je suis plutôt positif sur cette information, à la fois en Allemagne et en France, parce qu'il y aura des collaborations et des ponts qui vont être établis, pour que nous ayons un rôle à jouer là-dedans, parce que ça va avoir une importance encore plus capitale que ça ne l'a aujourd'hui. Donc voilà, je voulais le mentionner parce que c'est une bonne chose pour le pays, en tout cas je l'espère. Même si par ailleurs on est peut-être un petit peu défaillant, on va dire, au regard de ce qui se passe ces derniers temps. Et puis pour terminer, 2 petites histoires. Des nouveaux AirPods seraient annoncés en début 2019, mais avec simplement une petite mise à jour de la technologie. Et l'année prochaine, en 2020, un redesign des AirPods. Donc si vous voulez vous acheter des AirPods, qui sont un excellent produit, j'adore les miens, attendez peut-être encore quelques mois, parce que il pourrait y avoir un nouveau modèle cette année. Et bon, donc un redesign entier, c'est l'année prochaine. Donc là, peut-être que si vous en voulez, c'est peut-être pas la peine d'attendre. Mais dans quelques mois, au premier trimestre, il pourrait y avoir un nouveau modèle, selon Min-Chiu Kuo. Et la petite histoire marrante pour conclure l'émission... est-ce que tu as entendu parler de ce conducteur de Tesla qui s'est endormi au volant ? Quoi. C'est cette histoire. Alors, je raconte pour les auditeurs. Un conducteur de Tesla se serait endormi au volant et un policier l'a vu et voulait lui demander de se rabattre sur le côté, mais il s'est rendu compte que le conducteur dormait. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans ce cas ? Le type, il dormait. La Tesla continuait à rouler, et donc, comment tu fais pour arrêter la voiture, quoi ? Oui. C'est quand même un casse-tête intéressant. Alors, ils ont réussi, grâce à plusieurs véhicules de police, à encadrer la Tesla. Oui. Ça n'a pas pris si longtemps que ça. Ça a pris 7 minutes, environ 11 km. Et du coup, évidemment, comme la voiture de devant se rapprochait, la Tesla s'est arrêtée au final. Voilà. Mais c'est quand même un problème dont on ne pensait pas. C'est ça. Mais même, là, il dormait, tu vois, mais imagine que le mec fasse un malaise cardiaque et meurt. Ouais. Voilà. Il ne faudrait pas. Et là, il ne faut pas rire, mais ça pourrait arriver. J'imagine que c'est ce genre de problème qui font que peut-être qu'à terme, les Tesla vont intégrer jusqu'à ce que les voitures nous autorisent à dormir au volant, vont intégrer des capteurs qui vont nous dire une fois qu'on dort, il y a peut-être le klaxon qui s'active ou genre oh, réveille là, on dort pas. C'est ça. Mais c'est vraiment, j'imagine, la tête du flic qui voit le type qui dort au volant et qui se dit... Mais il a compris, le type, hein, il a compris peut-être qu'il écoutait des podcasts tech, donc il était au courant, mais il a compris imagine évidemment le mec il y avait le mec qui dort à l'arrière et son chien est à l'avant. Non, mais au-delà de ça, je me dis, le type il comprend, c'est un véhicule autonome, et il se dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Comment je fais pour l'arrêter ? Bon, après, ils ont trouvé l'idée, mais ça a dû être un moment... Ça marche pas mal aussi, hein. Tu crèves les pneus. C'est vrai. C'est peut-être un poil plus dangereux. C'est un peu violent, mais voilà. Bon, écoute, je leur proposerai de te passer un coup de fil la prochaine fois pour avoir des idées pour ça. Je pense que tu as l'air de bien maîtriser le sujet. Bon, écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup, Cédric, de t'être joint à moi pour cette discussion tech, toujours très enthousiasmante. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur l'Internet quand tu n'es pas dans le rendez-vous tech ? Eh bien, moi, sur studiorenegade.fr, voilà, et sur Twitch, tout ça. Tous les matins, je fais aussi une review. Jérôme n'est pas là, alors j'en profite, de 8 à 9 sur Twitch, sur l'actu tech. On regarde, on déplie tous les flux et on discute de tout ça gentiment. Les gens viennent bien participer en audio, donc c'est plutôt cool. Et à partir de vendredi, dans Geek Inc, le retour, puisqu'on relance l'émission. C'est pas vrai. Nouvelle version, ouais, je te jure. Incroyable. Du coup, Studio Renegade va relancer Geek Inc. Ouais, l'émission Geek Inc revient. On recommence au numéro 1, du coup. Parce on veut faire table rase aussi du passé et tout ça. Mais du coup, ouais. C'est une très bonne nouvelle. J'espère. Bon, Donc, très bien. En podcast sur iTunes, partout et en audio même cette fois.
Et est-ce que ça sera disponible en podcast vidéo? Non, quand même pas. On est sur YouTube aujourd'hui. Si. Podcast vidéo. Podcast vidéo comme à l'ancienne. Super. Bon, bah écoute, j'ai hâte d'écouter ça. Donc, mercredi, tu dis? Non, vendredi. Ah, pardon, vendredi. Très bien. Fin de semaine pour passer un bon week-end. C'est super. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver l'émission sur frenchspin.fr. Si vous voulez vous abonner, c'est par là-bas que ça se passe. Vous abonner, commentez, je veux dire, c'est par là-bas que ça se passe. N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé de l'émission et des sujets dont nous avons discuté. Vous pouvez également soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Comme je le dis à chaque fois, si vous appréciez l'émission, vous pouvez tout simplement décider de la financer. Vous allez sur patreon.com/rdvtech et vous choisissez combien vous donnez, quand vous vous arrêtez. C'est vous qui avez toutes les clés dans vos mains. Je remercie encore une fois infiniment tous ceux qui choisissent de le faire. De rien. Donc merci Cédric et merci à tous les autres qui le font. Merci à vous tous, on vous fait de grosses bises et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.